Monsieur Legendre. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, l'exposé que vous venez de faire, les dossiers qu'on va avoir à examiner, le document de DOB, qui est aussi l'un des éléments importants de la session, montre la richesse de notre action au niveau départemental. Je me faisais d'ailleurs l'observation que le rapport sur le DOB il pourrait peut-être être envoyé dans les collèges et les lycées. Ça serait une excellente leçon d'instruction civique. Et peut-être aussi une réponse à certains détracteurs de l'institution départementale. J'ai d'ailleurs vu qu'un peu avant le week-end, le Premier ministre avait... C'est vrai que c'était devant l'association des présidents de conseils généraux. Il avait salué l'utilité des départements en disant que c'était un outil de concertation intéressant. C'est un peu court, mais c'est quand même déjà un début. Alors, le document qui nous est présenté contient beaucoup de dossiers et d'actions qui sont intéressantes. Je relève une pépite à mes yeux, c'est la réaffirmation de la mise en œuvre de l'Agence départementale stratégique euroise. Je vous en remercie parce que c'est une décision courageuse dans la mesure où elle ne faisait pas forcément l'unanimité. Je trouve qu'elle est un peu tardive parce que pour notre département, c'est un peu minuit moins une. Mais enfin, voilà, on est, je l'espère, sur les rails et j'espère que ça va avancer. Donc, beaucoup de débats vont pouvoir se dérouler, je crois, de façon assez sereine. Est-ce que, pour autant, le rédacteur talentueux de ce rapport d'orientation budgétaire devait aller jusqu'à dire que dans les éléments positifs que nous avions dans la période actuelle, c'était l'attention particulière portée par le gouvernement au département? En français, dans le texte. C'est vrai qu'on se pince quand même un petit peu en disant cela, sans effet polémique. Je rappelle que c'est monsieur André Léniel, président du comité des finances locales, qui ne doit pas être un adversaire résolu du gouvernement, qui a tiré la sonnette d'alarme en disant à quel point la situation pour tous les départements, alors peut-être que certains s'en tirent un petit peu mieux éventuellement que les autres, elle est critique et que l'avenir n'est pas du tout assuré d'une façon générale. On rappellera que notre département, comme les autres, va prendre de plein fouet l'augmentation de la TVA, qui, d'après les dernières annonces gouvernementales, ne sera compensée, et peut-être partiellement d'ailleurs, sur les investissements, mais l'augmentation du taux de 7% à 10%, on va le prendre. L'augmentation de 19,6 à 20%, on va bientôt le supporter. La réforme des rythmes scolaires a un effet, alors c'est une catastrophe pour les structures de base que sont les CIVOS et les communes, mais le département va payer son écho et son écho extrêmement lourd. Le gel des dotations de l'État, et cela dans un contexte où on sait qu'on va avoir à faire face à beaucoup de charges qui vont augmenter de façon importante. Exemple, et on n'y peut rien, c'est mathématique, c'est pas du tout la politique. Exemple, le RSA. On voit bien que sur la période à venir, il va y avoir des charges qui vont tout à fait augmenter. Alors, ce qui nourrit, semble-t-il, l'optimisme du rédacteur, c'est deux mesures. L'une, c'est de nous dire, eh bien, vous aurez, parce que le gouvernement est d'accord sur cette possibilité, un déplafonnement du taux des DMTO, les droits de mutation, ce qui veut dire qu'on va créer... On va alourdir un impôt. Je ne sais pas ce que quelqu'un comme Michel Jouillet en pense sur l'effet que ça va avoir favorable sur un marché qui est déjà assez sinistré. Et puis on nous annonce un fonds de péréquation pour, et là c'est le rapport qui le dit, en disant, visant à corriger une partie de la sous-compensation de choses qui risquent quand même d'augmenter, c'est l'APA, la PCH et puis le RSA. Donc, tout cela nous amène quand même à avoir un optimisme un peu mesuré. Moi, je souhaite que les finances départementales nous permettent de digérer toutes ces difficultés. Mais d'une façon générale, mes chers collègues, il faut bien savoir que ce n'est pas du tout l'opinion des départements, qu'ils soient de droite ou de gauche. Tout le monde est très, très inquiet de cette situation. Alors, tant mieux si nous sommes sur une bulle qui nous permettrait de franchir tout cela sans trop de difficultés. Soyons quand même extrêmement prudents. Donc, je pense que vous aurez, Monsieur le Président, pendant toute cette session, des élus
raisonnablement inquiets, mais décidés à surmonter, dans la solidarité s'il le faut, hein, et dans le courage, les difficultés qui peuvent se présenter. Par contre, et vous avez conclu d'un mot votre intervention tout à l'heure, c'est franchement des élus non seulement inquiets, mais en colère sur le plan, dans leur dimension d'élu local, aussi d'élus ruraux, qui abordent les réformes actuelles. Nous avons pris, au cours de la dernière période, véritablement une averse de mauvaises nouvelles. On ne peut pas dire les choses autrement, et sans caricaturer des expressions à la mode, je dirais que les ruralophobes décomplexés s'en donnent maintenant à cœur joie. On n'arrête pas, ça a été l'affaiblissement de notre représentation au sein des Comcom, c'est la perte de poids au sein des élections sénatoriales, c'est le transfert plus ou moins occulte d'un certain nombre de charges sur les communes et les communes les plus faibles, jusqu'au point où on arrivera à les étrangler complètement. On peut penser aux solutions qui ont été retenues pour le haut débit. Moi, j'ai voulu être réaliste, c'est-à-dire du jour où c'est voté, ben on le fait, puis on fait au mieux, bien entendu. Il n'empêche que tout cela, c'est des transferts extrêmement lourds, que l'on va continuer au titre des rythmes scolaires. Moi, les rythmes scolaires, j'ai pas trop d'opinion de savoir si c'est bien ou mal. Ce que je constate sur le plateau du Neubourg, un sou, c'est un sou. Hein, ce que je constate, c'est que nous sommes les dindons de la farce. Nous sommes les dindons de la farce. Hein. Tous les ruraux, hein. Absolument tout le monde. Il y a eu un transfert de charges qui est... Et puis alors, pour tout arranger, j'espère que tout le monde suit l'actualité, hein, la loi Allure qui vient d'être votée au niveau de l'Assemblée nationale, où on est en train de nous prendre des PLU. Les PLU. Il faut savoir ce que ça représente, c'est-à-dire la compétence urbanisme qui va s'en aller. Et puis, bien entendu, cerise sur le gâteau, ce redécoupage cantonal qui est une véritable catastrophe. C'est pas moi qui le dis. Jean-Michel Baillet, membre de la majorité, je crois même qu'il a participé aux primaires du Parti socialiste, qui a dit exactement le redécoupage, c'est l'arrêt de mort des territoires ruraux. Et je ne crois pas me tromper en disant cela, encore une fois, quelles que soient les sensibilités. Et ce débat, il se passe dans l'hypocrisie la plus complète, parce que, de même que certains gouvernements disent c'est la faute de Bruxelles, et bien maintenant on nous dit c'est la faute du législateur, c'est le Conseil constitutionnel qui ne voudra pas d'autres découpages, etc. Et bien moi j'ai vu le Congrès réuni pour des sujets qui ne me paraissaient pas d'une importance phénoménale. On aurait pu réunir le Congrès pour éventuellement assouplir les règles en la matière et faire en sorte qu'il y ait encore une possibilité de représentation rurale. Et puis la deuxième chose, ça ne s'adresse à personne en particulier, mais quand même un certain mépris des élus de base. Nous ne sommes au courant de rien. On a des rumeurs, on a telle ou telle personnalité qui gentiment nous dit rassurez-vous, vous rassurez pas. Voilà, je dirais c'est franchement une façon assez lamentable de traiter le personnel politique de base, de représentants des différents territoires. Alors, par rapport à cela, je demanderai deux choses. L'une, c'est un vœu qui vous sera soumis en fin de session, je suppose, demandant la suppression, je ne suis pas le seul à le faire, hein, de l'article 63 de la loi Allure, c'est-à-dire de ne pas rendre obligatoire le PLUI. Le PLUI, il peut se comprendre, il peut être tout à fait rationnel dans un certain nombre d'endroits. Le rendre obligatoire ou le transférer à la communauté de communes, c'est un président de communauté de communes qui vous le dit, c'est un désastre, bien entendu, pour le monde rural et pour l'existence de nos communes. Et la deuxième chose, je ne l'ai pas fait sous forme de vœu, j'en appelle vraiment au bon sens de tout le monde, parce que par rapport au redécoupage cantonal qui s'avère encore une fois très défavorable au milieu rural, on nous annonce une autre réforme de la réforme, c'est de dire que la petite marge de manœuvre qui reste, vous vous souvenez, le plus 20, moins 20, c'est-à-dire, pour parler clairement, que les cantons ruraux puissent être un peu moins peuplés que les cantons urbains. Mais maintenant, on entend dire, y compris de voix autorisée et sans avoir de démenti, que cette règle, elle pourrait être utilisée en sens inverse. C'est-à-dire que ce seraient les cantons urbains qui seraient les plus petits et les cantons ruraux qui seraient le plus représentatifs du nombre d'habitants. Si tel est le cas, il n'y a plus de représentation territoriale en France. Et laissez-moi dire, si on lâche prise sur ce terrain-là, bien entendu, nous serons lessivés,
mais il y en a bien d'autres, hein, y compris les départements. Tout cela, il y a une logique derrière tout cela se tient, et moi je souhaite que vraiment on fasse remonter tous ceux qui en ont le pouvoir, faire remonter l'information au gouvernement, de véritablement que cette ultime marge de manœuvre de la règle plus 20, moins 20 soit clairement utilisée au profit et au seul profit des territoires ruraux. Je vous remercie de votre attention. Ah, vous êtes en forme ce matin, monsieur. Je me suis reposé, hein.